157 millions d'objets. C'est le chiffre officiel, la statistique que l'institution elle-même publie avec une immense fierté dans ses rapports annuels, ses brochures sur papier glacé et ses communiqués de presse. C'est un nombre tellement colossal, tellement insondable, que l'esprit humain peine à le visualiser. Imaginez des entrepôts infinis, des étagères qui se perdent dans l'obscurité, des tiroirs métalliques scellés. Mais si vous voyagez à Washington, D.C., si vous passez des semaines à marcher dans chacun de leurs immenses musées sur le National Mall, si vous vous penchez sur chaque vitrine parfaitement éclairée et lisez chaque plaque de laiton soigneusement rédigée, vous ne verrez qu'environ 1% de cette collection. Un seul minuscule pour 100. Cela nous laisse avec une équation mathématique effrayante, une soustraction d'une simplicité brutale. Où sont les millions d'objets restants que vous ne pouvez pas voir? Et plus important encore, qui décide exactement de ce que vous n'êtes pas autorisé à regarder? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous suggère de vous abonner dès maintenant et de sauvegarder cette vidéo, de télécharger ces archives. Les algorithmes et les plateformes ont une fâcheuse tendance à rendre ce genre d'enquête documentaire invisible, à laisser ces dossiers glisser dans l'oubli numérique exactement comme les objets dont nous allons parler ont glissé dans l'oubli institutionnel. Laissez dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous regardez, car le modèle systémique, la vaste machinerie bureaucratique que nous allons démonter aujourd'hui, a probablement enterré quelque chose de dérangeant juste sous vos pieds, dans votre propre histoire locale, dans les registres poussiéreux de la fondation de votre propre municipalité. Je ne cherchais pas cela quand j'ai commencé cette enquête. Je fouillais dans de vieux journaux du 19e siècle, à la recherche de rapports sur le développement des premières infrastructures agricoles aux États-Unis, essayant de comprendre comment les petites villes s'étaient étendues avant l'arrivée du chemin de fer transcontinental. Un travail purement académique, une plongée banale dans les archives, mais dans les marges de ces journaux locaux, dans les lettres préservées par de petites sociétés historiques, je continuais à trouver la même phrase, encore et encore, à la fin de dizaines, puis de centaines d'articles relatant des découvertes géologiques ou archéologiques anormales, des eaux qui ne correspondèrent pas à l'anatomie standard, des ruines enfouies présentant une géométrie trop complexe pour l'époque, des outils fabriqués avec des alliages métalliques qui défiaient l'explication officielle de la technologie précolombienne. Chaque article, qu'il provienne de l'Ohio, de la Californie ou de l'État de New York, se terminait invariablement par la même déclaration solennelle. Les artefacts ont été soigneusement emballés et expédiés à la Smithsonian Institution pour une étude plus approfondie. Des centaines de rapports indépendants, des milliers d'objets troublants, tous convergeant vers un seul point sur la carte, coulant vers une seule et même direction. Et ensuite, le silence absolu. Jamais d'études publiées, jamais d'exposition dans les galeries. Ces preuves physiques n'étaient mais pas réfutées, scientifiquement. Elles étaient simplement absorbées, avalées par une bureaucratie insatiable. Pour comprendre comment on efface l'histoire d'un continent entier, il faut d'abord accepter que cela ne se fait pas avec des rituels secrets, des torches enflammées ou des conspirations de minuit. Le véritable effacement n'a rien de théâtral. Il se fait avec de la paperasse. Il se fait avec des comités, des tampons de classification, des mémos internes et des politiques de rétention de documents extrêmement ennuyeuses. L'histoire officielle nous dit que cette institution nationale est un phare de la connaissance publique, fondée sous le noble mandat d'accroître et de diffuser la connaissance parmi les hommes. Mais les mathématiques et la structure juridique disent autre chose. Si vous soupçonnez une agence gouvernementale de cacher des informations, vous avez un outil. Vous pouvez déposer une demande en vertu de la loi sur la liberté de l'information, le célèbre FOIA. C'est le mécanisme de base de la transparence citoyenne. Mais si vous essayez de soumettre une requête FOIA au Smithsonian, votre demande sera froidement rejetée. Pourquoi ? Parce que, bien qu'elle reçoive des milliards de dollars de fonds fédéraux, bien que son conseil d'administration comprenne des membres du plus haut niveau du gouvernement, l'institution est légalement classée comme une instrumentalité fiduciaire des États-Unis
un Trust Instrumentality. Ils ne sont pas une agence fédérale au sens strict de cette loi. Ils ne sont pas soumis à la loi sur la liberté de l'information. Ils fonctionnent selon leur propre politique de divulgation interne, la directive 87. Cela signifie qu'ils décident eux-mêmes de ce qu'ils révèlent. Ils sont le gardien de la porte, le propriétaire de la serrure, le juge des appels et le seul auditeur de leurs propres immenses archives. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de vérifier. Cherchez la directive 87, lisez les documents légaux, voyez comment ils ont structuré leur immunité absolue face à la surveillance publique indépendante. Cela nous amène directement à la fenêtre temporelle la plus critique. Cette période charnière entre 1850 et le début des années 1900, où l'histoire que nous connaissons aujourd'hui a été brutalement standardisée et où l'histoire que nous n'avons plus le droit de connaître a été classée, verrouillée et reléguée dans les ténèbres. À la fin du XIXe siècle, la nation était dans une frénésie d'expansion. Des villes entières sortirent de terre, des chemins de fer déchiraient ce continent, de profonds canaux étaient là creusés. Et des gens ordinaires, des fermiers labourant leurs champs, des équipes de construction posant des rails, n'arrêtèrent pas de déterrer des choses qui brisaient le récit officiel. Des travailleurs trouvaient de gigantesques monticules funéraires recelant des chambres voûtées, des artefacts en cuivre et en mica. Des ossements d'une taille extraordinaire qui faisaient la une des journaux locaux avec le plus grand sérieux. Ces citoyens, convaincus de participer aux grands projets scientifiques de leur nation naissante, mettaient ces objets en caisse et les envoyaient à Washington avec une confiance aveugle. C'est là que la machine institutionnelle s'est mise en marche, implacable, silencieuse et dévastatrice. Mais comment justifier l'absence totale de ces milliers d'objets des premiers registres? C'est là qu'intervient le miracle bureaucratique parfait. Imaginez l'après-midi glacial du 24 janvier 1865. Joseph Henry, le premier secrétaire de l'institution, travaillait dans son bureau au deuxième étage du célèbre bâtiment en forme de château sur le National Mall. Un tuyau de poêle mal installé enflamme les murs. En quelques heures, l'incendie ravage la galerie de peinture, la salle des appareils et, surtout, le bureau de Henry, tout entier. Détruit en quelques heures, près de 100 000 lettres et rapports documentant les 2 premières décennies de recherche de l'institution. Toute la correspondance fondatrice, chaque registre d'admission initiale, chaque journal de collection de 1846 à 1865 transformé en cendres. Un journal de l'époque l'a qualifié de calamité nationale. Je veux que vous compreniez l'importance colossale de cet événement pour la suite. Lorsque des chercheurs contemporains demandent des comptes sur des artefacts spécifiques ou des restes humains qui auraient été envoyés à Washington durant ces 19 premières années cruciales, la réponse institutionnelle est toujours la même, polie, mais finale. Nous n'avons aucun dossier, non pas parce que les objets n'ont jamais existé, mais parce que les preuves de leur réception ont brûlé. Dans un temple prétendument dédié à la préservation du savoir, les fondations mêmes de ce savoir ont été effacées, créant une ardoise vierge idéale. Il n'y a plus aucun moyen indépendant de vérifier ce qui a franchi ces portes avant 1865. Puis vint l'ère de la gestion stricte du récit. En 1879, le Congrès crée le Bureau de l'ethnologie et nomme John Wesley Powell à sa tête. Powell était un homme brillant, politiquement connecté, et il avait une vision très spécifique, inébranlable, de ce à quoi l'histoire ancienne devait ressembler. Lorsqu'il fut chargé d'enquêter sur les mystérieux bâtisseurs de tumulus, sa conclusion fut rédigée avant même que la première pelletée de terre ne soit retournée. Il a officiellement émis des directives interdisant à toute recherche anthropologique de considérer des théories de contact précolombiens ou de civilisation avancée perdues. Il a écrit noir sur blanc que toute preuve pictographique ou artefactuelle datant d'avant Christophe Colomb était, et c'est son mot exact, illégitime pour des fins historiques. Comprenez-vous la gravité de ce terme? Le directeur a décrété que les preuves physiques elles-mêmes
était inadmissible, non pas après un examen rigoureux, mais par une exclusion catégorique préalable. L'institution a activement encouragé les citoyens à envoyer leurs découvertes, créant un entonnoir géant où l'information entrait, mais ne ressortait jamais. L'équipe de terrain de 1883 a elle-même documenté dans ses rapports initiaux un squelette mesurant 7 pieds et demi de haut, orné de lourds bracelets en cuivre. Pourtant, quand vous comparez les premières éditions de ces rapports aux impressions ultérieures, les descriptions ont été modifiées. Les dimensions inhabituelles ont été adoucies, édulcorées ou complètement supprimées. Les mêmes données, mais un récit différent, réécrit pour s'adapter au moule. En 1903, le verrouillage est devenu total avec l'embauche d'Ales Hrdlička en tant que conservateur de l'anthropologie physique. Hrdlička était un gardien impitoyable. Sa politique était absolue. Toute anomalie, tout os de taille inhabituelle, toute contradiction du registre établi était nécessairement le produit d'une erreur d'amateur ou de la crédulité du public. Il balayait des centaines de rapports documentés avec un mépris écrasant. Et les os eux-mêmes, ils étaient déjà en la possession de l'institution, déjà hors de portée du public, rangés dans les collections restreintes que Hrdlička supervisait personnellement. Mais qui était vraiment cet homme, ce juge suprême de la vérité historique? Les archives montrent que Hrdlička croyait fermement à la supériorité biologique des Européens blancs. Sous sa direction stricte, l'institution a amassé plus de 30 700 parties de corps humains, dont 255 cerveaux, la plupart collectés sans aucun consentement. Il a payé des enfants sur l'île de Kodiak, en Alaska, 10 cents chacun pour déterrer des os humains dans des tombes indigènes. En août 2023, l'institution a dû présenter publiquement des excuses pour ce travail, qualifié d'abominable et déshumanisant. C'est cet homme, moralement corrompu et obsédé par l'eugénisme, qui a décidé quels artefacts étaient réels et lesquels devaient disparaître. Ces conclusions dogmatiques dictent encore aujourd'hui la position officielle. Et c'est ainsi qu'entre en jeu le mot le plus terrifiant du vocabulaire muséal, la désaccession. Lorsqu'un objet ne correspond pas à la chronologie approuvée, il n'est pas exposé. Il est emballé, réétiqueté comme une erreur d'identification et envoyé dans le purgatoire de l'institution. Aujourd'hui, le plus grand de ces entrepôts est le Museum Support Center, MSC, à Sweetland, dans le Maryland. 5 modules gigantesques, chacun de la taille d'un terrain de football sur 3 étages. 435 000 pieds carrés de stockage contenant 54 millions d'articles. Les collections d'anthropologie y sont logées. Ce n'est pas ouvert au public. L'accès nécessite des formulaires d'approbation soumis au moins 90 jours à l'avance, soumis à des examens internes stricts. Un coffre-fort dans un coffre-fort. Qui profite d'un système où l'arbitre suprême de la vérité historique possède également la déchiqueteuse à papier et la clé de l'entrepôt sombre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui se répète avec une précision troublante. L'histoire officielle dit que ces objets ont été perdus ou mal identifiés. Mais les mathématiques disent autre chose. Car si vous prenez du recul, si vous regardez ce qui se passait exactement pendant cette même période critique, entre 1850 et 1930, vous réalisez que la suppression des artefacts physiques n'était qu'un rouage d'une machine d'effacement beaucoup plus vaste. Toute l'infrastructure de la mémoire d'une civilisation était en train d'être purgée, reformatée, effacée à l'échelle industrielle. Regardez l'effacement documentaire. Le recensement fédéral américain de 1890 n'était pas un simple décompte. C'était le portrait démographique le plus détaillé jamais tenté, couvrant près de 63 millions de personnes. Il capturait la nation au moment précis où la frontière de l'ancien monde se fermait. Il notait les langues, l'ascendance, l'état civil avec une granularité inédite. Et étrangement, contrairement à tous les recensements précédents, le gouvernement a exigé que la copie unique de ce document soit centralisée à Washington, sans aucune copie de sauvegarde locale. En janvier 1921, un incendie se déclare dans le sous-sol du bâtiment du département du commerce.
Les documents de 1890, inexplicablement rangés hors de la chambre forte, ignifugée, juste à côté de l'atelier du menuisier rempli de sueur, sont les premiers sur le chemin des pompiers. Environ 25% brûlent, mais près de la moitié survit avec des dégâts d'eau et 38% restent intacts. Que fait le gouvernement? Rien. Il laisse les registres trempés, moisir dans un entrepôt pendant 12 longues années. Ils ignorent les pétitions désespérées des historiens et des généalogistes. Puis, en décembre 1932, un greffier place la mention « Schedule, population, 1890, original » sur une banale liste de destruction. Le 21 février 1933, le Congrès autorise silencieusement l'incinération totale de ce qui restait. Le lendemain, le 22 février, le président Herbert Hoover posait solennellement la première pierre du nouveau bâtiment des Archives nationales, conçu précisément pour être à l'épreuve du feu. Ils ont détruit la mémoire d'une génération entière, 63 millions de noms, un jour seulement avant de commencer à construire le coffre-fort censé les protéger. Sur les presque 63 millions de personnes, seuls 6 160 noms survivent aujourd'hui. La frappe chirurgicale parfaite contre la mémoire d'un peuple. Si vous avez déjà essayé de retracer votre propre arbre généalogique, vous savez de quoi je parle. Vous avez probablement heurté ce mur de briques insoluble des années 1870 à 1890, où les lignées se dissolvent soudainement dans le vide. Mais la machine ne s'est pas arrêtée aux os et au papier. Elle s'est attaquée aux vies humaines. Si vous effacez les documents, que faites-vous des témoins vivants, ceux qui se souviennent de ce qui existait avant? Vous les fragmentez. Entre 1854 et 1929, sous le couvert de la charité, des organisations ont chargé entre 200 000 et 250 000 enfants dans des wagons à bestiaux lors de ce qu'on appelle les trains des orphelins. Ils ont été envoyés vers l'ouest, exhibés sur des quais de gare comme du bétail pour travailler dans des fermes. Mais les archives de ces institutions révèlent une horreur bureaucratique. Jusqu'à 90% de ces enfants avaient au moins un parent vivant. Ils n'étaient pas orphelins. Ils étaient simplement pauvres, ou immigrés, ou issus de minorités jugées gênantes. Leurs noms ont été changés, leurs histoires d'origine formellement interdites, leurs fratries violemment séparées. 1/4 million d'êtres humains ont vu leur identité effacée de leur vivant, diluée dans la vaste étendue d'un nouveau pays, garantissant que des millions de leurs descendants, aujourd'hui, n'ont aucune idée de qui ils sont vraiment. Et pour les adultes qui se souvenaient de trop de choses, qui posaient trop de questions, ou qui étaient simplement incommodes, la même époque a vu l'érection frénétique d'environ 300 asiles psychiatriques massifs, des forteresses de pierre aux dimensions titanesques. Les registres d'admission de l'époque ne listent pas de diagnostics médicaux légitimes. Ils listent des motifs d'incarcération tels que la lecture de romans, l'enthousiasme religieux ou les troubles domestiques. Une femme pouvait être internée pour de la paresse ou simplement parce que son mari avait signé un document transférant tous ses biens et l'enfermant derrière des murs de 2 pieds d'épaisseur. En vertu des lois de couverture légale, couverture, l'existence de ces femmes était anéantie instantanément par une simple signature. Le système psychiatrique n'était pas conçu pour guérir. Il était l'outil bureaucratique parfait pour dissimuler, isoler et briser quiconque refusait de se conformer à la nouvelle réalité ou se souvenait d'un monde qui ne devait plus exister. Et le monde physique lui-même, l'architecture, a subi le même sort dramatique. Pensez aux majestueuses expositions universelles de la fin du XIXe siècle. Chicago en 1893, un chef-d'œuvre titanesque, 200 bâtiments, 686 acres, la soi-disant ville blanche construite au-dessus d'un marécage en moins de 2 ans. Des dômes massifs, des colonnades, une infrastructure électrique permanente ahurissante pour l'époque. L'histoire officielle nous jure solennellement que cette perfection architecturale géante n'était qu'un décor de théâtre éphémère, fait d'un mélange de plâtre et de jute appelé staff. Et que s'est-il passé une fois que les millions de visiteurs ébahis sont rentrés chez eux?
Quelques mois après la clôture, des incendies opportuns et des équipes de démolition ont réduit à néant le plus grand exploit de construction de l'humanité. La magnificence physique a été exposée juste assez longtemps pour éblouir, puis oblitérée avant qu'aucun ingénieur indépendant ou chercheur de la génération suivante ne puisse en étudier les proportions réelles, l'acoustique ou les méthodes de construction impossibles. Une fois que vous connectez ces événements, l'illusion s'effondre. Ce n'est pas une série d'accidents malheureux ou d'inepties administratives, c'est une symphonie de destruction contrôlée. La standardisation forcée de la chronologie humaine. Le Smithsonian centralise et verrouille les anomalies archéologiques de l'Ancien Monde dans des entrepôts froids au Maryland, hors de portée des lois sur la transparence. Les architectes brûlent et rasent les villes de l'Ancien Monde sous prétexte de foires temporaires ou d'incendies urbains dévastateurs. Les bureaucrates incinèrent le censo de 1890, la seule carte complète de l'ascendance de la population. Les travailleurs sociaux expédient des centaines de milliers d'enfants dans des trains vers le néant, effaçant leur nom de famille. Et les médecins enferment les adultes gênants dans des prisons de pierre appelées asiles, réduisant leurs témoignages au silence sous le label de la folie. Pourquoi concevoir un mécanisme d'une telle envergure? Qui bénéficie de cette table rase? La réponse est d'une froideur managériale terrifiante. Une population sans racines vérifiables, une société qui ne peut pas retracer son sang au-delà d'un formulaire de censeur brûlé, une culture privée des preuves physiques de sa propre diversité technologique ou architecturale passée, est une population extrêmement docile. C'est une population qui acceptera l'histoire telle qu'elle est imprimée dans le manuel scolaire fourni par l'État, parce qu'elle n'a aucun moyen de prouver le contraire. Si vous détruisez les archives, si vous confondez les identités familiales, si vous classez les outils avancés en métal comme des bizarreries géologiques inaccessibles au public, vous ne contrôlez pas seulement le passé. Vous contrôlez absolument chaque paramètre de l'avenir. Vous délimitez les limites mêmes de l'imagination humaine. L'amnésie devient l'infrastructure de la société moderne. J'aimerais sincèrement vous dire que tout cela appartient au passé, que cette machine a été démontée. Mais les portes du Museum Support Center à Sweetland restent hermétiquement closes aujourd'hui. La directive 87 est toujours en vigueur, protégeant leurs secrets avec la force de la loi. Les dossiers des asiles restent scellés sous prétexte de confidentialité médicale pour des personnes décédées il y a un siècle. Les descendants des trains d'orphelins cherchent encore leur vrai nom, se heurtant à des lettres polies, refusant de divulguer des documents originaux. Le système n'est pas cassé. Il fonctionne à la perfection, tournant avec la même efficacité glaciale qu'en 1900. Préserver ne signifie pas toujours protéger pour le public. Parfois, la manière la plus efficace, la plus bureaucratiquement élégante de détruire un livre, n'est pas de le brûler sur la place publique. C'est de s'enfermer dans la seule bibliothèque qui le possède, de jeter la clé et de nier éternellement que le livre ait jamais été écrit. 105 millions d'objets, des millions d'ossements, d'outils, de journaux, de machines et de souvenirs. Tous respirant silencieusement dans la climatisation stérile d'un entrepôt gouvernemental ou réduits en cendres dans les chaudières d'une administration. Pendant ce temps, vous et moi marchons sur les dalles de marbre de musées soigneusement organisés, regardant le minuscule pourcent qui a été stérilisé, emballé et approuvé pour notre consommation. Les bâtiments s'en souviennent, même si nous avons été dressés pour oublier. Les artefacts enfermés dans ces boîtes sans acide portent le poids d'une vérité qui attend, patiemment, que quelqu'un ait enfin l'audace de poser la question que tout le monde a accepté de taire il y a plus d'un siècle. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui étudie l'histoire, à quelqu'un qui a frappé ce mur invisible en cherchant ses propres ancêtres. Partagez-la pour nous assurer que ces questions ne soient pas discrètement reclassées et purgées de l'Internet, tout comme ces artefacts ont été purgés des catalogues en 1900. Laissez dans les commentaires le nom de votre ville et toute anomalie, destruction étrange d'archives ou bâtiments inexplicables de cette époque près de chez vous.
L'évidence locale est toujours la première à être recouverte d'asphalte, mais ensemble, nous pouvons reconstruire la carte de l'ancien monde qu'ils nous ont volé. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus jamais l'ignorer.